Savais-tu que la fin de l'Empire romain d'Occident ne s'est pas faite en un jour, mais par des années de chaos et de batailles sanglantes? Abonne-toi, je t'explique. Rome au 5e siècle en ruine, bâtiments anciens effondrés, ciel sombre et orageux, ambiance de chaos et désolation. Ravenne, la capitale de l'Empire romain d'Occident, tentait de résister malgré les tensions et les invasions barbares. Vue panoramique de Ravenne, bâtiments romains anciens, rues pavées, nuages sombres et quelques flammes lointaines. Guerres internes, invasions barbares et finances effondrées affaiblissèrent l'Occident. Soldats romains et mercenaires germaniques se préparant au combat. Armures et boucliers détaillés, expression sérieuse. Parmi les mercenaires, un chef nommé Odoacre profita du chaos pour prendre le pouvoir. Odoacre en armure germanique, debout sur une colline dominant Ravenne, entouré de ses soldats. Ciel dramatique. Le jeune empereur Romulus Augustule, âgé de 15 ans, se retrouvait impuissant face à la rébellion. Romulus Augustule dans un palais romain ancien, inquiet et isolé, décor majestueux mais délabré. Des soldats romains mécontents rejoignirent Odoacre, formant une puissante coalition. Soldats romains rejoignant Odoacre, tension visible, armure détaillée. Odoacre envoya les insignes impériaux à Constantinople pour se faire reconnaître par l'empereur Zéno. Messager à cheval portant les insignes impériaux, drapeau flottant au vent, paysage dramatique. Malgré le changement de pouvoir, le Sénat continua de fonctionner et les taxes furent perçues. Sénateurs en toge discutant dans un bâtiment classique romain, décor riche et détaillé. La vie quotidienne continuait pour les habitants, entre marchés, artisans et citoyens dans les rues de Ravenne. Scène de marché à Ravenne, marchands et citoyens, bâtiments romains anciens en arrière-plan. Mais une nouvelle menace se préparait dans les Balkans, et le contrôle de l'Italie allait bientôt être contesté. Après la prise de Ravenne par Odoacre, l'Italie semblait enfin sous contrôle. Mais le calme n'était qu'illusion. Dans les Balkans, un autre pouvoir grandissait. Les Ostrogoths, sous le commandement de Théodoric Lamal, un chef redoutable et stratégique. L'empereur Zéno d'Orient, voyant la montée en puissance d'Odoacre et le chaos persistant à l'ouest, décida d'utiliser Théodoric pour restaurer un semblant d'ordre. Il lui donna l'autorisation de marcher sur l'Italie, mais avec un objectif clair, destituer Odoacre et gouverner au nom de l'Empire d'Orient. À l'automne 488, Théodoric mobilisa entre 10 000 et 20 000 Ostrogoths, nés de cavaliers expérimentés et d'alliés Rugian et Hérule. Leur progression fut rapide mais méthodique. Chaque ville, chaque colline, chaque rivière était analysée, fortifiée ou contournée selon la stratégie du chef. Odoacre, conscient de la menace, rassembla ses forces, des vétérans germaniques, des mercenaires romains et des troupes loyales, prêtes à défendre chaque ville d'Italie. Le 28 août 489, les deux armées se rencontrèrent sur la rivière Isonzo. Ce fut un choc monumental. Cavalerie gothique contre infanterie mixte romaine germanique. Le combat dura des heures, chaque attaque et contre-attaque faisant rage. Dans la poussière, le sang et le fracas des armes. Les Ostrogoths, grâce à leur discipline et leur puissance de choc, forcèrent Odoacre à reculer vers Vérone. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Théodoric s'empara ensuite de Milan et Pavia, mais des trahisons internes et des loyautés changeantes ralentirent sa campagne. Odoacre ne se laissa pas enfermer. Il contre-attaqua, reprenant certaines positions, forçant Théodoric à revoir ses stratégies. Ce fut une guerre de patience et d'endurance, où chaque ville, chaque forteresse, chaque champ de bataille devint un échiquier de pouvoir et de ruse. Pendant 3 longues années, Vérone fut le théâtre d'un siège acharné. Les habitants vivaient dans la peur constante, mais la vie quotidienne continuait. Les marchés ouvraient, les artisans travaillaient, les familles priaient. La population romaine voyait ses traditions se mêler aux coutumes ostrogoths, créant une coexistence fragile mais nécessaire. En 493, enfin, un accord fut conclu. Théodoric entra dans Vérone le 5 mars et 10 jours plus tard, à l'occasion d'un banquet censé sceller la paix, il assassina Odoacre, éliminant toute opposition. L'Italie passa sous son contrôle unique. Pendant 3 décennies, son règne apporta stabilité et prospérité au cœur de ce qui restait de l'ancien Empire romain d'Occident. Il préserva les structures administratives romaines, maintint le Sénat et respecta certaines lois et coutumes locales, gagnant la loyauté des élites et du peuple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort de Théodoric, de nouveaux conflits germaniques surgirent, affaiblissant l'Italie et ouvrant la voie à l'expansion de l'Empire byzantin sous Justinien.
Rome, la ville éternelle, ne tomba jamais dans un grand sac final, mais changea silencieusement de main, passant d'un empereur à un roi, d'un pouvoir centralisé à des souverainetés régionales. Ce que nous apprenons de cette époque, c'est que la fin d'un empire n'est jamais soudaine. C'est une chaîne d'événements, de décisions, de batailles et de stratégies qui transforment lentement le monde. Odoacre et Théodoric ne furent pas seulement des conquérants. Ils furent des acteurs dans un théâtre de pouvoir, où la survie de millions de vies dépendait de chaque mouvement et de chaque alliance. Alors, la prochaine fois que tu penses que le changement est instantané, souviens-toi de l'histoire de l'Italie au 5e siècle, une leçon de patience, de stratégie et de résilience. Et si tu veux connaître d'autres histoires épiques du passé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. L'histoire est plus proche et plus captivante que tu ne le crois.